Bonjour à tous, bienvenue à cette entrevue dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs pour le syndicat des chargés de cours de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de rencontrer un homme qui est très impliqué dans cette organisation. Donc, monsieur Léal, bonjour. Bonjour Madame Borel. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Très bien, et vous-même, j'espère? Ça va bien, malgré la tempête, vous allez bien? Mais écoutez, la tempête fait partie de la nature du Québec, du Canada, alors on accepte de vivre dedans, on est heureux. Parfait. C'est sûr que ces dernières années, on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit qu'on parle tout le temps de profilage racial dans le monde, ça court. Et puis, qu'est-ce que vous pensez du profilage racial, monsieur Léal? Le profilage racial, c'est malheureusement un fléau, une gangrène qui n'arrête pas d'évoluer. C'est un mal interne, c'est quelque chose qui touche foncièrement la communauté, généralement, hein, pas toujours pas, généralement, qui touche beaucoup plus les personnes issues de la communauté noire. Et aujourd'hui, c'est une vérité, c'est une réalité ici au Québec, au Canada. Et le profilage racial, on le vit tous d'une manière ou d'une autre. S'il faut juste s'en tenir à l'histoire de M. Camara, qui a été arrêté par profilage pour rien et qui a d'ailleurs été même menotté, on l'a mené en cellule pour rien. Et finalement, il a été libéré et on l'a reconnu non coupable. Et ça, ce n'est que pour citer ce dernier. On pourrait en citer plusieurs cas. Il y a le jeune qui s'est fait bastonner ici à Québec il y a quelques jours seulement. Un gamin qui ne demandait qu'à respirer un peu de l'air et qui malheureusement s'est fait profiler. En fait, il y a aussi un avocat qui s'est fait profiler à Montréal. Bref, je pourrais en citer une centaine d'exemples ici. Ça ne reviendrait qu'à dire que oui, le profilage racial existe vraiment ici à Québec. Et d'ailleurs, s'il faut le dire, pourquoi pas dire la vérité? Mon épouse a été profilée. Fait que je ne veux pas entrer dans les détails. Mais moi aussi personnellement, je me suis déjà fait profiler, tant qu'à dire les vérités. Mais écoutez, le profilage est un fléau qu'il faut combattre. Et je sais que le gouvernement en place et bien sûr la ville essaye de trouver des solutions à ce problème-là. Parfait, c'est sûr qu'il faut intervenir, il faut que le gouvernement mette en place des mesures pour recadrer les choses pour que tous ensemble, pour qu'on puisse se sentir en sécurité ici. Absolument. Et puis, on sait que l'éducation a normalement un rôle important dans la sensibilisation. Et puis, est-ce que vous pensez que au Canada, au Québec en particulier, l'éducation joue pleinement son rôle dans le combat ou dans la lutte contre la discrimination raciale? Vous savez que l'éducation, je dirais même que c'est la clé d'un meilleur vivre ensemble. Aujourd'hui au Québec, je pense personnellement que beaucoup de choses ont été faites, mais beaucoup reste à faire. Déjà depuis le début, depuis la création du Canada et du Québec, à travers les livres, à travers les manuscrits, à travers la littérature, je pense que il y a comme un manquement volontaire de la part de ceux-là même qui mettent sur écrit, qui écrivent l'histoire du Canada. Parce que dès le début déjà, vous vous rappelez Olivier Lejeune qui était le premier esclave noir. D'ailleurs, au départ, il n'a presque jamais été mentionné dans les écrits.
pourtant, ça part de là, c'est l'essence même. Aujourd'hui, il y a toujours des stéréotypes. On continue à stigmatiser, à donner toujours une image assez sauvage, une image sale, une image animaliste, une image rétrogradante à l'homme noir. Je pense pourtant que l'homme noir ou alors les personnes issues de l'Afrique ou alors de couleur noire ont contribué largement à l'histoire du Canada, à l'histoire du Québec. Il y a plusieurs personnes que nous pouvons citer dans le passé, des icônes. Et même jusqu'aujourd'hui, on peut en citer plusieurs. Si rapidement, comme ça, je citerai Dorothy Williams. Je peux citer aussi rapidement Yvette Bonny. Je peux citer aussi Marie-Joseph Angélique. Il y en a plusieurs que je pourrais citer. Madame Westmoreland, que Diaspora Interaction a eu le privilège d'interviewer, la première juge noire au Québec, Juanita Westmoreland. Aline Diaye, pourquoi pas, je citerai Aline Diaye Webster, l'historien, bref, qui d'ailleurs illustre très bien cette absence ou cette méconnaissance de l'histoire des Noirs à Québec. Je pense, pour vous répondre, que l'éducation ne joue pas encore vraiment foncièrement son rôle. Aujourd'hui, on voit encore à travers prenons l'exemple simple, tout simple, tout banal. Lorsqu'on regarde la télévision, généralement, le noir, c'est toujours celui qui fait des burgers, celui qui balaye la route, celui qui est là pour juste nettoyer, je sais pas, les déchets. Pourtant, que ce soit dans l'histoire ou dans les réalités présentes, on sait que l'homme noir joue un rôle très important, très prépondérant dans la construction de l'histoire du Canada. Ça, c'est l'une des raisons pour laquelle, personnellement, j'ai fondé Diaspora Interaction avec mon épouse. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de Noirs faisaient beaucoup de choses, s'illustraient à travers beaucoup d'actions positives, mais on n'était pas assez valorisé. D'où le centre même, le cœur même de Diaspora Interaction, la valorisation. Donc, informer, sensibiliser, éduquer et valoriser. Valoriser le noir, des acteurs socio-économiques, politiques, culturels, artistiques et politiques du Canada. Donc, actuellement, je pense qu'on peut encore faire un pas en avant en ce qui concerne l'éducation. Nos enfants d'aujourd'hui, lorsqu'ils regardent les dessins animés, on leur a tellement inculqué l'idée que le noir ne vaut rien. À travers même des dessins animés, vous voyez on prend deux enfants noirs, on prend un enfant noir, on lui montre deux poupées. On lui dit entre la poupée blanche, poupée noire, quelle est la meilleure poupée? Lui préfère la poupée blanche. Ça, c'est pour vous dire jusqu'où va le mal. Le mal est très profond. Le mal est vraiment profond. Et c'est certain que vous allez me dire que peut-être c'est une erreur, mais non, c'est pas une erreur. Ça, c'est voulu, c'est fait exprès parce que dans l'éducation, dans les manuscrits, dans les livres, dans les dessins, dès le bas âge, je pense que c'est ceux qui ont écrit ces livres-là, généralement, c'est des blancs. Il ne faut pas chercher loin, c'est des blancs. Fait que c'est maintenant, je pense que il faudrait réécrire l'histoire. Il faudrait se reprendre en main. Il faudrait dire la vérité. Il faudrait dire la vérité. Il faudrait amener le noir à connaître l'importance et l'impact des actions qu'il pose ici au Canada, au Québec et dans le monde si vous voulez, mais aujourd'hui on parle du Canada. Donc, pour finir sur cette question, à moins que vous vouliez faire une relance, je pense que l'éducation
est primordiale, l'éducation est essentielle. L'éducation est une arme très, très, très dangereuse. Et ceux qui ont la responsabilité, ceux qui écoutent cette vidéo et qui ont cette responsabilité-là, il faudrait vraiment la prendre. Il faut prendre vos responsabilités et vous dire qu'à travers cette éducation que vous inculquez aux jeunes, que vous inculquez aux enfants ou que vous inculquez d'ailleurs à toute personne, c'est essentiel, c'est votre responsabilité, c'est votre contribution au meilleur vivre, au vivre ensemble, meilleur vivre ensemble, puisque c'est de ça qu'on parle. Il ne faut pas juste dire les mots, il faut les faire, il faut les adapter, il faut les ajuster, faut croire en ce qu'on dit, il faut faire ce qu'on dit. Si vous dites aux gens, oui, on est pour le vivre ensemble, dans l'éducation que vous transmettez la réalité. On ne vous dit pas de dire des choses positives juste pour faire plaisir ou pour une représentativité. Non, il faut dire juste la vérité. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait, tout à fait. Il faut appeler chat, chat. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des centaines, des milliers de choses que l'homme noir fait ici à Québec, au Canada aussi. Il faut lui donner ça. Il faut leur donner ça parce que... Ben, écoutez, sur Diaspora Interaction, on en parle largement. Il y a beaucoup de choses. On prendrait une semaine à parler, là, on ne terminerait pas. Mais c'est certain que tous les éducateurs et éducatrices prennent leurs responsabilités en main. L'avenir du monde est entre vos mains et c'est votre façon de contribuer au meilleur vivre ensemble, à la construction positive du monde, à l'évolution même de l'espèce à travers cette éducation que vous avez en main. L'éducation, je dirais même que c'est l'arme fatale, c'est la clé. C'est la base, c'est la clé. Et les éducateurs sont au cœur de l'action. Parce que éduquer, c'est pas juste parler, c'est une action. La parole est une arme plus forte qu'une arme blanche. Donc, mon conseil ici, c'est que à travers l'éducation, la vérité soit dite. Tout à fait. Elle a été trop longtemps, trop cachée. Actuellement, je pense que si jamais chaque personne qui écoute cette vidéo met en pratique une éducation réelle, une éducation vraie, une éducation pour l'homme avec grand H et non pour l'homme petit H noir et blanc, on pourrait changer le monde. Sans faire de distinction surtout. Absolument. C'est ça. Absolument. C'est sûr que les éducateurs ont un rôle, comme vous l'avez dit, très important. Parce que primordial. Déjà dans le bas âge, on commence à envoyer des enfants à l'école. Donc l'enseignant dès le bas âge doit montrer à l'enfant qu'il n'y a pas de différence entre toi qui es noir, toi qui es blanc. Vous deux, vous êtes un homme et c'est ensemble que vous allez construire le monde. Absolument. La construction du monde ne va pas passer sans l'un ou sans l'autre. Ben, écoutez, d'une manière ou d'une autre, l'un a besoin de l'autre. Tout à fait. Donc les deux sont faits. L'éducation est essentielle à la meilleure construction d'un avenir pour le monde entier. Tout à fait. J'entendais des étudiants qui disaient que ça arrive souvent dans les cours parce que les enseignants ils vont mettre les étudiants en groupe de travail. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau, les enseignants pourraient se rassurer que un groupe soit composé de Noirs, de Maghrébins, de Québécois pour qu'ensemble ils puissent déjà se parler? Ils puissent apprendre à travailler ensemble. Est-ce que vous pensez qu'à ce niveau aussi, les éducateurs ont un rôle à jouer? Je pense que si je veux m'en tenir à quelques entrevues qu'on a fait sur Diaspora Interaction, les étudiants étrangers qui d'ailleurs sont la source, sont un peu la base de l'Université Laval. C'est sûr. L'une des plus grandes universités francophones de l'Amérique du Nord, se sentent souvent très stigmatisés. Ils se sentent mis à part, se sentent comme des personnes différentes des autres. J'en viens à ça, vu que vous parlez de la formation des groupes de travail. Généralement, il y a des groupes qui se forment dans des groupes. C'est-à-dire, s'il y a 10 personnes dans un groupe et qu'il y a
saint blanc, saint noir, généralement, il y a un autre groupe qui va se former. Parmi les saints blancs, saints noirs, si on les a mixés ensemble, à la fin on se rend compte qu'il y a 4 blancs qui se sont retrouvés dans leur groupe. Il y a d'autres des noirs qui sont stigmatisés, qui ne sont même pas acceptés dans le groupe. Et je dis pas que ils ont complètement raison. Peut-être il y a des circonstances atténuantes, mais généralement, ce qui ressort de l'analyse, ce qui ressort des différentes entrevues qu'on a déjà eu à faire, il en ressort que c'est des stigmatisations gratuites. C'est vraiment des stéréotypes qui sont reportés sur ces étudiants-là. Merci vraiment pour vos belles réponses qui vont certainement édifier beaucoup de personnes qui vont regarder cette entrevue. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à nous partager, telles que des anecdotes, des bons coups, des mauvais coups, des expériences que vous avez vécues ou entendues? Une anecdote que... Mais vous m'excuserez si je reviens toujours au mois de... dans le cadre, bien sûr, c'est bien sûr dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, mais une table ronde, parmi les tables rondes que nous faisons, c'était lors de la Covid-19. Et puis, il y avait beaucoup de maladies, comme jusqu'à présent, il y a toujours beaucoup de cas de maladies mentales qui se passent. On était en émission et on a eu un appel d'une personne qui... On n'a pas pu décrocher l'appel. On était avec un spécialiste de la maladie mentale et on discutait des maladies mentales. Et on a manqué l'appel. Le soir, quand on a fini l'émission, le lendemain à 17h, le spécialiste m'a appelé, puisque j'animais l'émission. Il me dit, écoute, l'appel qu'on a manqué hier, on est sur un cas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a une personne issue de la communauté noire qui avait prévu de se suicider, carrément. Il avait fait sa lettre, il avait préparé tout et il allait passer à l'acte ce soir. Pour lui, je ne sais pas, heureusement ou malheureusement, il est tombé sur l'émission. L'intervention de ce spécialiste-là l'a touché. L'intervention des différents panélistes l'a touché. Alors, il s'est senti interpellé. Alors, il a appelé le spécialiste. Le spécialiste l'a rappelé le lendemain matin. Et ils ont parlé. Le spécialiste l'a accompagné. Et à l'heure où je vous parle, le monsieur, la personne est sauvée. Elle n'est pas passée à l'acte. Elle ne s'est pas suicidée et tout ça, ça contribue bien sûr toujours de ces actions importantes que l'on pose, des bons coups. Et parmi les bons coups, je vais citer quoi d'autre? Les bons coups. Vous pouvez avoir aussi des mauvais, hein? Sentez-vous à l'aise. Écoutez, les bons coups, je pense que parmi les bons coups, on a eu vraiment à participer à beaucoup d'actions en collaboration avec bien sûr notre partenaire, le consulat des États-Unis au Québec, pour la sensibilisation bien sûr autour bien sûr de cette de la diversité, travailler sur la diversité, travailler sur la discrimination raciale, travailler contre le racisme à travers certaines rencontres qui étaient quand même qui étaient très positives et qui ont permis comme ça d'évoluer, d'avancer et d'éviter des situations qui auraient pu être graves. Ça fait partie des bons coups. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent s'établir au Québec? Là, on parle vraiment pour les futurs immigrants. Quel conseil est-ce que vous leur donnerez? Soyez très patient, entreprenant. Faut une bonne dose d'abnégation, une bonne dose de détermination. Il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Tout à fait. Il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices.
Et surtout, lorsqu'on fait ces sacrifices-là, il faut être prêt à travailler. Rien ne se donne. Il faut surtout s'informer. L'information, c'est aussi une arme. L'information, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, la bonne information. Ouais. Donc, il faut vous informer, il faut avoir une bonne dose de détermination, d'abnégation, avoir une volonté de travail, être prêt à s'adapter, être prêt à se réorienter et surtout, mon secret personnel, c'est le savoir. En fait, il y a 3 savoirs. Il y a le savoir, il y a le savoir-être et le savoir-faire. Le savoir, vous pouvez l'acquérir en étudiant et tout. Le savoir-faire, vous pouvez l'acquérir en étudiant ou dans le tas en travaillant. Mais le savoir-être, généralement, c'est vraiment dans l'éducation. On revient à l'éducation, la fameuse éducation. Le savoir-être, ça revient dans l'éducation, ça revient dans le savoir-vivre. Et tout ça aussi, ça s'acquiert à travers aussi l'information. Donc, en fait, mon conseil, c'est si vous voulez vraiment immigrer au Canada, prenez en compte ces points que j'ai mentionnés. Et surtout, pour vous informer, un point facile et gratuit, c'est Diaspo Interaction, le média de la diversité et de la diaspora ici, du vivre ensemble et de l'inclusion. C'est gratuit, vous allez, vous abonnez. Et puis, j'aimerais donc remercier le syndicat des chargés et chargés de cours de l'Université Laval de nous donner cette occasion de nous exprimer et d'apporter notre contribution à cette édition, notre contribution à l'histoire d'ailleurs de l'Université Laval, qui est d'ailleurs l'une des plus grandes universités dans le monde. Et c'est vraiment un privilège, un honneur de pouvoir dire mon petit mot qui, j'espère, pourra peut-être un jour apporter un sourire sur les lèvres et peut-être contribuer à l'éducation du futur. Nous vous remercions infiniment, M. Lial. Et je voudrais aussi remercier mon épouse, qui fait partie des chargés et chargés de cours, Madame Adèle Tchatchoua, pour tout le travail qu'elle abat, pour l'accompagnement qu'elle donne, et bien sûr pour l'éducation qu'elle donne à toutes ses étudiants et étudiantes, et aussi l'éducation qu'elle me donne à moi, parce que tous les jours j'apprends d'elle, et c'est grâce à elle si je suis là actuellement aussi, je pense, et je voudrais lui dire ma reconnaissance. Fait que nous lui faisons d'ailleurs un petit coucou. Ouais, absolument. Et je dis rendez-vous tous. Il y a encore le temps pour le mois de l'histoire des Noirs, c'est jusqu'à fin février. Rendez-vous tous pour les activités du mois de l'histoire des Noirs. Et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, allez sur la chaîne Diaspo Interaction et abonnez-vous. Nous serons, toute l'équipe Diaspo Interaction serait très ravis et privilégiés de vous avoir comme abonnés. Et ce n'est pas juste pour les Noirs. Hein. Oui. Diaspo, c'est pas pour les Noirs, c'est pour tout le monde. Alors, faites-nous plaisir. Abonnez-vous à Diaspo Interaction, le média de la diversité, de l'inclusion et du vivre ensemble. Merci beaucoup et au plaisir peut-être de se rencontrer physiquement. Merci beaucoup, M. Lial. Merci beaucoup, Madame Borel Dongia, et merci pour cette entrevue.